Maintenant, on va s'intéresser aux lois de déplacement des équilibres. Donc le but c'est quoi? On a une réaction ici, A plus B égale à C plus D à l'équilibre. Et on va varier un paramètre, soit qu'on va varier la température, la pression, les concentrations ou les quantités de matière, ou on va ajouter un réactif, un produit, et on va voir est-ce que la réaction va s'évoluer dans le sens direct, il va s'évoluer dans le sens inverse, ou on n'aura pas d'évolution. C'est le but de ce paragraphe-là. Donc pour ce faire, on va commencer par la différence entre un déplacement d'équilibre et une rupture d'équilibre. Donc lorsqu'on a une réaction, par exemple A plus B égale à C plus D, et on change un paramètre, la réaction s'évolue vers un autre état. Si on a une variation des concentrations, par exemple la concentration de A diminue, la concentration de B augmente, la concentration de C diminue et la concentration de D diminue, on parle sur un déplacement d'équilibre. Donc on a un déplacement d'équilibre dans ce cas-là vers un autre état d'équilibre, de même nature bien sûr. Mais si le A disparaît, donc on n'a pas A après le déplacement, on n'a pas les molécules de constituant A. Si l'un des constituants de l'équilibre disparaît, on obtient donc un nouveau système physico-chimique. En équilibre thermodynamique, on parle sur la rupture d'équilibre. Donc on a disparition d'un constituant, soit réactif ou produit. Dans ce cas, on parle sur la rupture d'équilibre. Et pour avoir une idée sur l'évolution, on utilise toujours le principe de modération. Le principe de modération, en chimie, on le trouve aussi en physique. Ce principe postule que l'évolution d'un système se produit dans le sens qui s'oppose à la cause qui induit la perturbation, afin de minimiser cette cause-là. Donc lorsqu'on applique une contrainte sur notre système, le système va réagir de telle sorte à éliminer l'effet de cette contrainte-là. Par exemple, si on augmente la température de cette réaction-là, il va s'évoluer dans le sens à consommer l'énergie, donc à diminuer la température. Si on augmente la pression, il va s'évoluer dans le sens à diminuer la pression, etc. On va voir comment on va faire ça après. Le paramètre important ici, c'est la variance. Donc on va essayer de parler un petit peu sur la variance. La variance, en effet, c'est un nombre qui désigne le nombre de paramètres intensifs indépendants. Donc il doit être intensif, indépendant, qui permet de déterminer l'état du système. Donc si on connaît ce nombre de paramètres, on peut déterminer parfaitement l'état du système. En effet, c'est le nombre minimal. Par exemple, on a un ensemble de systèmes. Si on a par exemple un gaz parfait, pour déterminer l'état de ce gaz parfait, on doit connaître P, V, N, R et T. R c'est une constante, donc on doit connaître seulement N et T. Donc P, V, N, T. Donc on a 4 paramètres. Or, le nombre minimal qu'il faut connaître pour déterminer l'état de gaz parfait, c'est 3. Car si on connaît 3, on peut déduire T par exemple en calculant PV sur NR. Donc on a besoin de 3 paramètres de telle sorte à avoir une description totale de notre système. Dans une réaction chimique ou dans le cas général, c'est un peu compliqué, mais on peut calculer la variance en utilisant 2 paramètres. Le premier c'est X. X c'est le nombre total de paramètres intensifs. Donc on peut dire que c'est la température, la pression, la concentration, etc. Et Y, c'est le nombre de relations entre ces paramètres. Donc on peut dire que PV égale à nRT. Par exemple, on peut dire que c'est mu moins égal à mu de la phase gazeuse égale à mu de la phase liquide, etc. Donc on a un ensemble de relations et un ensemble de paramètres. L'ensemble de paramètres moins l'ensemble de relations, c'est la variance. Et bien sûr, si on veut connaître
ça en détail, on va essayer de comprendre les paramètres intensifs. Par exemple, pour X, on doit connaître la température, la pression et la composition. La composition, on peut parler ici sur CI si on a un mélange qui est liquide et XI si on a un mélange gazeux. C'est les deux cas qu'on utilise généralement. Donc, si on a n constituants à n phases, à phi phases, on aura 2 qui représentent la pression et la température, et on a un nombre de constituants et un nombre de phases. Donc par exemple, on peut avoir H2O liquide et H2O solide. Donc H2O c'est n égale à 1, mais on a deux phases, donc on va compter ici 2. Et bien sûr, plus la pression et la température, donc c'est 4, x égale à 4. Alors que pour les relations, on a trois types de relations en général. On a pour chaque case, la somme des fractions molaires est égale à 1. Donc la somme des xi égale à 1, toujours pour chaque phase. Et donc si on a phi phase, un nombre phi de phases, on aura phi relation. Donc si on a un ensemble de liquides, un ensemble de gaz et un ensemble de solides, donc on a une relation pour les liquides, une relation pour les solides et une relation pour les gaz. Donc on a trois relations. L'égalité des potentiels chimiques entre les différentes phases d'un constituant. Donc si on a H2O liquide et H2O solide, donc mu de liquide égale à mu de la phase gazeuse. Donc c'est une relation. Et donc si on a phi phase, on va avoir phi moins 1 en relation. Pour n constituants, donc on aura n facteur de phi moins 1 en relation. Et bien sûr, on a pour chaque réaction chimique, à l'équilibre, on aura delta Rg égale à 0, c'est l'équation de l'équilibre. Et donc on parle de R, le nombre de relations. Donc si on a R nombre de réactions, on aura R nombre de relations. Donc pour chaque réaction, on a une équation et donc on aura R relation. Donc on peut dire que Y n'est autre que phi, c'est le nombre de relations pour les fractions molaires. N facteur de phi moins 1, c'est le nombre de relations pour les potentiels chimiques. Et R, c'est le nombre de réactions. Donc on peut les mettre sous cette forme-là et remplacer dans la variance. Donc la variance c'est x moins y, on va remplacer x par sa valeur et y par sa valeur. On aura des simplifications et on aura cette relation-là à la fin. Donc c'est 2, donc c'est la pression et la température, moins le nombre de phases. Donc si on a un liquide et un solide, c'est 2. Si on a deux liquides, c'est 1. N, c'est le nombre de constituants, et donc le nombre de molécules, et R, le nombre de réactions. C'est ce qu'on peut regrouper sous cette forme-là, tel que C, ici, c'est N moins phi, c'est le nombre de constituants, moins le nombre de phases. La variance, donc, représente le nombre de degrés de liberté de système physico-chimique, donc c'est le nombre de paramètres qu'on peut modifier pour modifier le système. Et bien sûr, c'est appelé nombre de constituants indépendants. Donc pour les phases, il faut connaître que si on a des gaz, tous les gaz constituent une seule phase. Même si on a plusieurs gaz, tous les gaz constituent une seule phase. Pour les liquides, on a deux situations, soit selon la miscibilité. Si on a par exemple deux liquides non miscibles comme l'eau et l'huile, c'est deux phases. Si on a l'eau et l'alcool qui sont miscibles, alors on a une seule phase. Pour les solides, sont généralement miscibles, donc on aura une seule phase pour tous les solides. Chaque solide c'est une phase, normalement chaque solide c'est une phase, sauf les alliages. Par exemple, si on a un alliage de l'or et le cuivre, donc c'est une seule phase. Les deux constituent une seule phase. Mais généralement, si on a plusieurs solides, chaque solide constitue une phase. Et donc le nombre de phi, la valeur de phi, dépend de la constitution de notre système. On parle de la variance réduite si on a la pression ou la température constante. Si on parle d'une pression constante ou une température constante, on parle de la variance réduite et donc on aura 1 moins plus C moins R. Moins phi. Non, moins phi.
Donc on aura, au lieu de 2 ici, on aura 1 et non pas 2. Donc on dit que le système est invariant, c'est si nu égale à 0, c'est monovariant, c'est nu égale à 1, et donc si nu égale à divariant, c'est nu égale à 2, etc. C'est nu égale à 1, donc on peut avoir une rupture d'équilibre si on modifie un facteur d'équilibre. Les autres, bien sûr, on peut les déterminer par exemple ici, on peut varier seulement la température. Si on varie la température, on va varier tous les autres paramètres. Donc on aura une rupture d'équilibre dans le cas général. Un déplacement d'équilibre ne se produit par modification d'un facteur d'équilibre, les autres étant fixés, que si nu est positif et supérieur à 2. Donc on n'a pas un déplacement d'équilibre que si nu est supérieur à 2. C'est ce qu'on va voir dans les exemples après. Donc on va voir ici un exemple de calcul de la variance. Par exemple, si on a le néant, un système gazeux qui contient seulement le néant sous la forme gaz. Donc nombre de constituants, on a un seul constituant. Nombre de phases, on a une seule phase, c'est la phase gazeuse. Et le nombre de réactions, on n'a pas de réaction. Et donc la variance, c'est 2. Et donc on peut dire que le système est bivariant ou divariant, c'est la même chose. Si on a un système qui est constitué de l'eau liquide et de glace, en équilibre bien sûr. Donc on a un liquide ici, et ici un morceau de glace, de solide. Donc on a un seul constituant, c'est l'eau. On a deux phases, liquide et solide, et on n'a pas de réaction. Donc R égale à 0, alors nu égale à 1. Donc si on fixe la pression et on modifie la température, ceci provoque la disparition d'une phase. Donc si on fixe la pression et on varie la température, par exemple la température initiale est 100 degrés et on diminue la température jusqu'à 40 degrés, on n'aura pas de solide. Donc c'est une rupture d'équilibre. Si on a la réaction suivante, O2 plus 2H2O qui donne 2H2O, donc O2 plus 2H2 qui donne 2H2O, on a trois constituants, car trois molécules, on a deux phases, les deux ici constituent une seule phase alors qu'ici on a une autre phase, on a une seule réaction chimique et donc nu égale à 2. On peut remplacer dans la relation et trouver que nu égale à 2. Nu égale à 2, donc c'est un système bivariant. Maintenant, on va voir la loi de Van 't Hoff, c'est la variation de la température. Maintenant, si on a une réaction et on a varié la température, si on varie la température, on peut montrer que la loi de Van 't Hoff vient de la relation de Gibbs et Hillmans. C'est cette relation-là, donc c'est la dérivée de ln de k par rapport au temps égale à delta RH sur RT carré. Et donc on peut dire que delta RH fois dt fois dxi est positif. C'est la loi d'évolution, donc on peut remplacer dans la loi d'évolution par cette relation-là. Et donc, si dxi est positif, donc on parle sur le sens direct. Si on a une variation de température, donc la température on peut l'augmenter par exemple, donc dt est positif. Alors pour qu'on aura une évolution, on doit avoir delta RH 0 positif. Delta RH 0 positif, c'est-à-dire que la réaction est endothermique. Et donc on peut dire que l'évolution d'une réaction se fait dans le sens endothermique, toujours dans le sens endothermique. Donc si on a par exemple une réaction A plus B qui donne C plus D, et le sens qu'on a ici c'est exothermique alors qu'ici on a le sens endothermique, si on augmente la température, on aura évolution dans ce sens, dans le sens endothermique. Si on diminue la température, on aura une évolution dans le sens exothermique. Donc c'est les deux cas qu'on a. Toujours, si on augmente la température, on a une évolution dans le sens endothermique, et donc le sens qui correspond à une delta RH positive.
Donc si la réaction est exothermique dans le sens direct et on augmente la température, la réaction va former les réactifs. Donc il va s'évoluer dans le sens inverse et non pas dans le sens direct. On définit la température d'inversion comme la température qui correspond à un delta Rg égal à 0. Donc c'est une température qu'on peut utiliser dans les exercices. Mais ici, on va l'utiliser dans le diagramme de Dillingham qu'on va traiter en exercice. Donc, si on a ici delta RH nul, si on a calculé delta RH et on a trouvé que c'est 0, donc la température n'a pas d'influence. Pourquoi? Car si delta RH est égal à 0, donc tout ça égale à 0, le produit égal à 0. Donc même si on a augmenté ou diminué la température, on n'aura pas de variation, on n'a pas d'évolution, toujours ce produit-là est nul. Ce produit est nul, donc la température n'a pas d'influence sur la réaction, sur la thermodynamique de la réaction. Mais bien sûr, il possède une influence cinétique. On parle d'une influence cinétique ici. Et dans ce cas-là, on parle d'une variance réduite car la température n'a pas d'effet et donc on aura ici 1 au lieu de 2. Pour l'autre loi, c'est la loi de Châtelier. On peut montrer bien sûr cette loi-là. On peut la faire en exercice. C'est delta nu gaz fois dp fois dxi est négatif. Delta nu gaz étant la somme des nu i des gaz. Donc si on a par exemple H2 gaz plus H2O liquide qui va donner par exemple CH4, je vais mettre ici un C solide, CH4 plus par exemple CO2 gaz, ici gaz, on va compter seulement les coefficients. Donc si on a ici 1, ici 1, ici 1, ici 1, donc on va compter les coefficients des gaz, donc on aura 1 plus 1 pour les produits, moins 1 pour les réactifs, car on a ici un seul gaz, c'est 1, c'est le delta nu gaz. Et bien sûr, on va le multiplier par dp pour donner dxi. Et donc, on peut dire la même chose, si on augmente la pression, la réaction va s'évoluer dans le sens pour avoir delta nu négatif, inférieur à 0. Et donc, la réaction s'évolue dans le sens à diminuer la pression et donc à diminuer la quantité de matière des gaz. Donc si on a production d'un nombre, par exemple si on a ici H2 plus O2 qui va donner H2O, par exemple on peut multiplier ici par 2, ici gaz, gaz et gaz, on a delta nu dans ce cas là c'est 2 moins 2 moins 1, donc c'est moins 1, c'est négatif. Et donc, si on augmente la pression, la réaction s'évolue dans le sens direct, car on a ici un nombre grand de gaz, ici un nombre petit de gaz. Si on diminue la pression, on aura une évolution dans le sens, dans l'autre sens. Et bien sûr, si on trouve que delta nu gaz égale à 0, donc la pression n'a pas d'influence, et on utilise la variance réduite. Et bien sûr, ces delta nu gaz et delta H0 sont les deux égales à 0, donc la température et la pression n'ont pas d'influence sur la réaction, et donc la variance réduite se réduit en C-F, et donc le 1 qu'on a ici devient égal à 0. Donc c'est l'effet de la température et de la pression qu'on va voir dans les exemples après bien sûr.